Bien, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Linco, je suis très heureux d'accueillir nos trois invités que je vais vous présenter dans un instant. Comme vous le savez, ce qui nous réunit, c'est la rencontre entre le chef de l'État chinois Xi Jinping, arrivé dimanche soir à Paris, et Emmanuel Macron. Pendant ces 2 jours de visite officielle, se poursuivant aujourd'hui d'ailleurs au Pic du Midi, près de Bagnères, dans les Pyrénées, les deux chefs de l'État auront abordé à la fois des questions économiques, des aspects évidemment stratégiques par rapport aux deux grandes crises qui nous préoccupent, l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien, et pas que, bien sûr. Il se rendra ensuite, Xi Jinping, comme vous le savez sans doute, en Hongrie, puis en Serbie, deux pays qui n'hésitent pas à afficher leur sympathie pro-russe, mais aussi pro-chinoise, avant de revenir, in fine, donc, dans la capitale chinoise, où il recevra Vladimir Poutine. Hein. Donc, c'est assez intéressant, évidemment, c'est-à-dire qu'on peut voir déjà, d'une manière subliminale, un élément de réponse par rapport à ces choix de politique étrangère et au fait que peut-être il n'aura pas tenu compte, évidemment, des souhaits d'Emmanuel Macron de voir la Chine intercéder dans ce conflit russo-ukrainien notamment. Pour parler de tous ces aspects, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir tout d'abord Isabelle Fang, qui est au Asia Centre notamment et qui commet assez régulièrement des articles, notamment dans le journal Le Monde. Nous avons également Frédéric Lemaître, qui a été pendant près de 5 ans le correspondant du journal Le Monde à Pékin et qui, depuis Paris désormais, suit les affaires chinoises. Il est l'auteur, je vous le rappelle, de 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, très bon ouvrage publié chez Taillandier, un ouvrage extrêmement objectif précisément sur la Chine d'aujourd'hui. Il pourra sans doute en dire quelques mots. Et puis David Bavrez, qui est investisseur et essayiste, investisseur à Hong Kong, et qui fait paraître aujourd'hui même Bienvenue dans l'économie de guerre aux éditions Novalis. Et David Bavrez, qui est connu notamment pour ses partis pris généralement assez radicaux, nous éclairera notamment sur l'état économique des relations entre la Chine et l'Europe et in fine entre la Chine et la France. Voilà. Donc, sans plus attendre, je pose la question tout d'abord, honneur aux dames, à Isabelle Fang, qui s'exprimait d'ailleurs hier sur France 24, qui disait ceci concernant les relations franco-chinoises. Nous sommes à un carrefour. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, justement? Il faut qu'on voit la relation sino-française toujours à travers ces relations avec les Américains, en effet. Parce que si on regarde en 1964, quand le général de Gaulle décide d'établir les liens diplomatiques avec Pékin, c'est pour vis-à-vis de Washington pour montrer que la France existe entre les deux blocs. Et maintenant, les relations entre l'Europe, maintenant on ne parle plus de la France, puisque la France tout seul compte face à Pékin, la France ne compte pas tellement. Mais maintenant, c'est plus de l'Europe, et la relation de l'Europe et la Chine, maintenant on dit c'est dans un carrefour. C'est le sens plutôt dire que l'Europe essaye de toujours chercher une troisième voie. Mais est-ce que cette troisième voie existe? L'Europe essayait de faire l'alliance. L'Europe a toujours bénéficié du parapluie militaire américain, tout en faisant business avec la Chine, ce qui est normal, c'est le premier marché mondial. Mais, et maintenant, l'Europe doit faire un choix. Est-ce que l'Europe peut continuer à faire business avec la Chine, qui soutient l'ennemi de l'Europe, qui est la Russie, qui envahit l'Ukraine? C'est de ce sens-là que l'Europe doit faire son choix. Donc, et d'un côté, le président français est devenu de plus en plus, comme on dit, de ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il est de même allé à déclarer que
et il n'exclut pas d'envoyer les troupes françaises sur le sol ukrainien. Et d'un autre côté, il reçoit en grand, il déroule le tapis rouge à l'ennemi de l'Ukraine. Est-ce que ce numéro de, comment dire, équilibre, est-ce qu'on peut perdurer pour longtemps? Donc, il faut, je pense que l'Europe doit décider, est-ce que oui ou non, on continue à maintenir un lien relativement normal sur le plan commercial avec la Chine. Et en même temps, Emmanuel Macron, je dirais, a fait feu de tout bois, Frédéric Lemaître, puisque l'on a appris précisément par le journal Le Monde que le 30 avril dernier, il recevait à l'Élysée même l'un des plus hauts dignitaires du gouvernement tibétain en exil. Comment interpréter cela, d'après vous? Ben, je pense qu'effectivement, il essaye d'envoyer à Xi Jinping des messages mais de manière suffisamment discrète pour que les messages passent sans nécessiter forcément une réaction vive. Donc, effectivement, il a reçu un représentant du Tibet, pas le Dalai Lama, ça va de soi, mais à l'occasion d'une remise de la Légion d'honneur, voilà, dont le récipiendaire avait parmi ses invités non seulement ce dirigeant tibétain, mais également François Wu, le représentant de Taïwan à Paris. Donc voilà, et ça a quand même été des signes, un signe assez fort. Euh, Néanmoins, on le voit bien que la question des droits humains ne semble pas au cœur des rencontres d'hier et d'aujourd'hui, sauf erreur, entre Emmanuel Macron et Xi Jinping. Mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Isabelle Feng. Les États-Unis aussi continuent de faire du business Bien sûr. avec la Chine. Hein. Il ne faut pas. Voilà. Bien sûr. Et justement, cher David, dans le livre absolument passionnant qui sort donc aujourd'hui, Bienvenue dans l'économie de guerre, que je viens pratiquement d'achever, c'est un livre tout à fait intéressant qui montre que les paradigmes auxquels nous étions habitués, comme vous l'avez écrit, depuis au moins l'effondrement du mur de Berlin et la disparition de l'Union soviétique, ces paradigmes sont en train de changer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela et en remettant précisément cette observation dans le contexte même des relations franco-chinoises? Alors, vos propos, Isabelle, rejoignent ceux que j'ai eus hier avec le président d'Asia Centre, Jean-François Di Meglio. Et je crois que pour moi, ce qui est intéressant dans cette rencontre d'hier, c'est qu'elle intervient à un moment historique. Le président de la République, il y a 10 jours, a prononcé un discours à la Sorbonne pendant 1h50 en disant l'Europe est mortelle. Donc, en nous disant que l'heure était grave et que donc nous vivions un moment historique. Le président Xi de 2024 n'est pas le président Xi de 2019, qui était la dernière fois où il s'était rendu en Europe. Entre-temps, il y a eu 2022 avec deux cassures qui font que, à mon sens, c'est ce que j'explique dans mon livre, nous fermons en 2022 un cycle de 30 ans qui avait été ouvert en 1989 par la chute du mur. Donc, on oublie que les cycles économiques, ces Kondratiev, sont des cycles de 30 ans, ceux qui sont vraiment puissants. Donc, en 2022, nous ouvrons un nouveau cycle qui est marqué par deux ruptures. Un, sur le plan diplomatique, bien naturellement, la guerre d'Ukraine, qui est une guerre sino-américaine, contrairement à ce qu'on croit en Europe. Ce n'est pas une guerre russo-ukrainienne, ça devient une guerre sino-américaine. Et puis, la deuxième rupture, c'est le 20e congrès du parti, en octobre 2022, avec la fin ce qu'on a appelé le PPP, le partenariat privé-public, puisque le président Xi, à l'époque, a donné le signe que le capital privé, désormais, devrait être sous contrôle étatique, direct ou indirect. Donc la rencontre d'hier, pour moi, elle avait un timing historique, puisque c'était la première fois que le président Xi se rendait en Europe, depuis ces deux cassures qui marquent le début d'un nouveau cycle de 30 ans. Et alors, on va peut-être en discuter, mais j'ai trouvé, écoutant la conférence de presse hier, j'ai trouvé que c'était une conférence de presse ordinaire pour ce qui était, enfin, un moment qui me semblait extraordinaire. Juste si je peux me permettre, ce n'était Oui, pas une conférence de presse ordinaire puisqu'il n'y avait pas de questions. oui,
Tout à Alors, fait. oui, enfin, ça, pardon, c'est ordinaire en Chine. Voilà, nous sommes d'accord. Mais nous étions en France, quoi. Nous étions. Et Frédéric Lemaître, Mais regarde l'histoire précisément. française. Frédéric, et que pensez-vous justement de ce que vient de nous dire David Badrez au sujet du conflit ukrainien qui serait donc en quelque sorte ni plus ni moins l'un des conflits émergents opposant la Chine et les États-Unis? Bah, je pense qu'effectivement, les dirigeants européens font mine de croire que la Chine peut influencer la Russie et voilà, en insistant sur sa neutralité. Et de fait, la Chine n'est absolument pas neutre. Donc, je ne sais pas si c'est directement un conflit sino-américain. Moi, j'irais peut-être pas jusque-là. Néanmoins, on voit bien, et vous avez rappelé l'agenda diplomatique des prochains jours avec la visite d'abord en Serbie et après en Hongrie, Oui. et après la visite de Poutine, non seulement à Pékin, mais après à Pyongyang, on voit bien l'agenda diplomatique. Et là, on voit bien qu'il y a une opposition très nette entre la Chine et les États-Unis. Juste, je rappelle, c'est important de dire qu'il va d'abord en Serbie avant d'aller en Hongrie. 2024, sauf erreur. Et donc, le 7 mai 2024, c'est donc le 25e anniversaire du bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade. Et donc, on va avoir un message, l'OTAN, c'est la guerre en Europe. Voilà. Nous Clairement. entrons donc dans un nouveau cycle, hein, puisque Là, on entre. il est souvent dit, et non sans raison, que 60 ans pour les Chinois correspondent à un cycle. Donc, Voilà. effectivement, on entrerait dans un autre cycle, celui peut-être de privilégier pour Pékin une autre Europe, celle qui tourne le dos précisément à Bruxelles. Et Isabelle Fang, qu'en est-il de l'économie chinoise aujourd'hui? Parce qu'on a le sentiment que Xi Jinping, et d'ailleurs il est souvent décrit comme tel, est l'homme le plus puissant du monde, ne viendrait-il pas en Europe précisément assez fragilisé par la situation même qui prévaut en Chine? Et il y a une chose qui est sûre, c'est que l'économie chinoise en 2024 n'est plus du tout l'économie chinoise en 2021. Entre les 3 ans, l'économie chinoise, il a connu comment on dit, c'est plutôt un ralentissement plus grave qu'un ralentissement, puisque pendant les 3 ans de zéro Covid, et ce qui a brisé en Chine, c'est la confiance des consommateurs. Et donc, et maintenant, je pense dans toute la presse, on en parle, la crise immobilière, le chômage des jeunes, et aussi de la fuite des capitaux étrangers et des investisseurs étrangers. Et aussi, le problème, c'est la surcapacité. Surcapacité chinoise ne concerne pas seulement les voitures électriques et aussi des panneaux solaires et d'autres. Le marché américain leur est fermé. Et ici, je mets un petit guillemet pour répondre à ce que M. Frédéric Lemaître qui vient de dire, que non seulement l'Europe fait business avec la Chine, Washington pareil, mais il y a une différence. Quand les Américains maintenant, ils ont décidé de faire le business avec la Chine, eux, ils tiennent à leurs règles. Le Yellen, il a accepté, elle a déclaré clairement, lors de sa visite le mois dernier à Pékin, qu'on n'acceptera plus la concurrence déloyale ou des dumpings, ou par exemple comment on dit, les vols de propriété intellectuelle. Sauf que ce n'est pas le cas pour l'Europe. Donc, on ne peut pas dire que les Américains font business avec la Chine, l'Europe aussi. Sauf que jusqu'à maintenant, l'Europe était incapable d'imposer ces règles, on va dire les règles de free market, de market des économies. Bon, donc je ferme le guillemet. Donc l'économie chinoise est maintenant en train de connaître de graves difficultés. Et le marché européen, maintenant, c'est presque, je vais dire presque, c'est le seul espoir pour l'économie chinoise de pouvoir reprendre. On a vu qu'en 2023, lors de la rouverture du pays, à Paris, dans la presse française, je me souviens, le secteur touristique, il attend l'arrivée des touristes chinois avec des étoiles dans les yeux. Mais un an après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas parce que les Chinois ont des moyens ou n'ont pas de moyens de voyager, c'est cette confiance qui n'y a plus. Parce que pendant les 3 ans de zéro Covid, les commerces et les petites et moyennes entreprises et aussi tous ces privés, ils n'ont reçu aucun centime d'État.
Et maintenant, pour le peuple chinois, on évoque ceux qui sont encore, qui gardent un certain optimisme pour le marché chinois. On dit oui, les Chinois, ils épargnent énormément. Une fois s'ils commencent à consommer, vous allez voir. Mais pour consommer, il faut la confiance. Maintenant, ce qui manque à la Chine, c'est la confiance. Le gouvernement chinois a essayé désespérément de on dit de pousser la consommation intérieure, mais ce qui n'a pas lieu. Donc, c'est la raison pour laquelle le président Xi il est venu en Europe. C'est aussi pour trouver des marchés pour les produits chinois, pour digérer ces surcapacités et aussi essayer d'attirer des investisseurs européens. Donc, on va voir est-ce que son charme va opérer. Pour abonder dans votre sens, d'ailleurs, on a appris ce matin que la Chine allait prolonger l'exemption de visa pour les citoyens français, ce qui est quand même un signe. David, est-ce que vous partagez ce point de vue sur l'absence de confiance, vous qui avez souvent un point de vue iconoclaste et souvent, il faut bien le dire, un temps d'avance sur l'observation de nos contemporains par rapport à la situation réelle de la Chine? Mais si vous regardez les marchés financiers, si vous regardez les bons du Trésor à 10 ans, qui vous donnent une bonne anticipation des attentes des investisseurs, les bons du Trésor chinois se sont effondrés, les rendements sont effondrés à un peu plus de 2%. C'est la moitié des États-Unis qui sont aux alentours de 4,5, 4,7. Donc, les marchés financiers vous disent déjà qu'au cours des 10 prochaines années, la croissance chinoise va être de moitié inférieure à la croissance américaine. Alors, ça vient de quoi? Ça vient de, Isabelle, ce manque de confiance que vous avez décrit auprès des consommateurs, il est d'abord auprès des entrepreneurs privés chinois, dont je vous ai dit que depuis, il y a une cassure lors du 20e congrès. L'investissement privé chinois, depuis le 20e congrès, est en grève, puisqu'il est seulement stable, et la croissance chinoise est entièrement tirée par les investissements publics. Donc, en marginal, l'économie chinoise est devenue désormais 100% étatique. Il y a deux pièges qui font que, et professeur Lincourt, vous les connaissez très bien, qui cerclent l'économie chinoise. C'est premièrement le piège du revenu intermédiaire. Donc, quand un pays atteint les 10 000 dollars de PNB par tête, l'économie doit bouger de l'industrie, du manufacturing au service. Et le problème aujourd'hui de développer les services, c'est que les services sont digitaux, ils correspondent à des business models oligopolistiques, voire monopolistiques, donc ils débouchent sur des GAFA qui deviennent un contre-pouvoir politique et vous finissez avec la plutocratie américaine où l'argent achète la politique. Donc le président Xi a dit non, sans doute pour de très bonnes raisons. Donc, cette partie-là de croissance de l'économie n'est pas permise en Chine. Le second piège, c'est celui de Thucydide, c'est donc le conflit entre la première puissance et la seconde montante. Et là, Isabelle, c'est ce que vous avez évoqué. Le 7 octobre 2022, les Américains ont fait le travail. Ils ont dit, nous définissons la rivalité systémique. Là, la guerre est technologique et nous coupons à la Chine l'accès à la haute technologie. Donc en fait, cette croissance chinoise aujourd'hui est limitée à une fenêtre relativement étroite, qui est la montée en gamme des industries, j'appelle ça les industries du 20e siècle, c'est-à-dire que ce sont les industries uniquement de basse ou moyenne technologie. C'est l'automobile, l'aéronautique, la chimie, les machines-outils, la pharmacie de base. Et toutes ces industries sont les industries de l'Europe. Donc en fait, la raison pour laquelle nous sommes maintenant, nous Européens, nous avons un conflit qu'on veut bien monter avec la Chine, c'est que la Chine se spécialise dans les industries du XXe siècle que nous dominions historiquement, et la manière chinoise de construire un avantage compétitif, c'est ce qu'ils ont fait dans le photovoltaïque durant la décennie 2010, c'est de construire des surcapacités qui permettent un dumping financé par des subsidies étatiques et de posséder en fait l'ensemble du reste du monde qui devient dépendant de la Chine. Donc c'est ça le passage, si vous voulez, d'économie de paix du cycle précédent de 30 ans, c'est que l'économie est tirée par le consommateur, ce qui n'a jamais été le cas en Chine.
Et la Chine, elle, pratique l'économie de guerre. C'est pas la guerre, hein, c'est l'économie de guerre depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. C'est donner la priorité à la production de manière à créer des dépendances du reste du monde. Et aujourd'hui, nous avons un tiers des chaînes de valeur mondiales, des exportations, qui passent par une étape intermédiaire en Chine. C'est la raison pour laquelle, pardon, je suis un peu long, mais pour résumer, la Chine perd en économie de paix, puisque Isabelle, vous l'avez dit, sa croissance ralentit beaucoup, mais elle gagne en économie de guerre parce qu'elle ne cesse de créer des dépendances du reste du monde, notamment de l'Europe, notamment de la France, vis-à-vis de sa chaîne de production. Mais en même temps, mon cher David, ça c'est très hegelien, pour ne pas dire marxiste, on est dans la dialectique du maître et de l'esclave, c'est-à-dire que la Chine pourrait à terme devenir en fait l'esclave de ses esclaves, hein, en quelque sorte. Hein, parce qu'il y a effectivement, comme vous le décrivez très bien dans votre livre, un état de dépendance qui est créé à dessein par la Chine, mais qui pourrait très bien à terme se retourner contre elle. Professeur Vinco, si vous avez parfaitement raison, je pourrais dire je suis client, je vous laisse plus de 300 milliards d'euros de surplus commercial sur la table, donc je vais dicter le cahier des charges et c'est moi, client, qui décide. Mais rappelez-vous les masques en mars 2020, nous avons commencé le 1er mars, un masque chinois valait 1 centime, le 30 mars, il valait $1. Et la Chine a fait 100 fois la mise sur le dos du reste du monde en un mois. C'est ça le business model de la Chine dans le futur. Alors, c'est là où nous sommes au courant. Nous sommes au courant des masses, nous sommes au courant du photovoltaïque des 10 dernières années. C'est à nous de réagir. Bien sûr. C'est, à mon sens, ce qui manquait à la conférence de presse d'hier. Cher Frédéric, justement, j'aimerais revenir sur l'étape, à partir sans doute de ce soir, de Xi Jinping, d'abord en Serbie, comme vous l'avez très justement rappelé, puis en Hongrie. Et cette étape en Serbie, effectivement, comme vous le disiez, est très importante, puisqu'il y a très exactement 25 ans, c'était le 7 mai 1999, l'OTAN, en pleine guerre en ex-Yougoslavie, a bombardé et détruit l'ambassade de Chine. Bon. Quel symbole y voyez-vous précisément dans ces 60 prochaines années de cycle que nous allons entreprendre dans la relation Chine-Occident par rapport à cette volonté de Xi Jinping d'honorer la mémoire des morts à Belgrade? Je ne suis pas devin, je ne sais pas ce que ça va donner dans les 60 prochaines années. Ce qui est évident, ce que ça nous dit sur la Chine d'aujourd'hui, c'est que l'OTAN est une menace. Et il faut toujours voir ça du point de vue chinois. Et je pense que la Chine ne s'intéresse pas vraiment à l'Ukraine, elle s'intéresse à une île qui est à l'est et qui s'appelle Taïwan. Et ce qu'ils ne veulent absolument pas, c'est l'expansion de l'OTAN dans l'Indo-Pacifique. Et voilà, donc une alliance militaire telle que l'OTAN est un des pires cauchemars de Xi Jinping. Je pense que c'est ça qu'il faut voir surtout. Et on va voir, je pense, dans les jours qui viennent, que alors qu'il n'y a quasiment eu aucun contrat, enfin même on peut dire aucun contrat signé avec la France, il va y avoir des contrats signés avec et la Serbie et la Hongrie. Donc, la Chine fait de la politique, évidemment, avec son commerce et va récompenser ses amis en Europe. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'elle n'a pas été totalement successful en Europe de l'Est. Hein. Il y a 10 ans, enfin il y a même 12 ans, c'était juste avant l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, la Chine avait tenté une espèce d'alliance, enfin en tout cas de rapprochement avec les pays d'Europe centrale et orientale. C'était les sommets, on a eu les 14+1, 15+1, 15+1, 16+1, 17+1. Maintenant, on n'en parle plus, ça ne marche plus, notamment parce que la Pologne et d'autres ont compris qu'elle n'avait rien à en tirer. Et il reste quelques amis à la Chine, et notamment la Hongrie et la Serbie. Donc voilà, sur ces 14. Donc ce n'est pas un succès total de la Chine, mais là, la Chine commence vraiment à avoir des investissements considérables dans cette partie de l'Europe. Je vais juste revenir sur ce que vient de dire David Bavrez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que hier, Xi Jinping a nié cette notion de surcapacité. Ça, c'était quand même la première fois aussi explicitement, il dit arrêtez de nous parler de surcapacité, ça n'existe pas. Ça, c'est quand même, ça prouve qu'on n'est pas du tout. Le dialogue est compliqué puisqu'ils ne reconnaissent pas une réalité qui
à nos yeux, s'impose. Ça, c'est la première chose. Là où je voulais un peu relativiser ce que disait David Bavrez, de mon point de vue, c'est que la croissance chinoise sera peut-être 2 fois moindre, en tout cas c'est comme ça que les marchés le voient, que la croissance américaine, mais néanmoins, comme la population chinoise diminue alors que la population américaine va continuer d'augmenter, il n'est pas exclu que chaque Chinois continue de s'enrichir alors que chaque Américain pourrait, sinon s'enrichir, du moins, enfin, avoir son pouvoir d'achat stagné. Donc, il faut voir ça. C'est un peu comme le Japon depuis la fin des années 80. Le PIB augmente très faiblement, mais comme la population diminue, le Japon reste un pays très moderne et les Japonais s'en sortent plutôt bien. Donc, voilà. Et par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce que vous disiez. C'est vrai, comme le dit Isabelle Feng, que les gens ont perdu confiance. Là, moi, j'ai vraiment vu ça. Le changement en 2018, les gens étaient optimistes. Les Chinois étaient optimistes sur leur avenir. Et maintenant, ils sont plutôt pessimistes. On n'est pas passé du blanc au noir, on est passé du rose au gris, à mon avis. Enfin, on en est là. Mais c'est aussi ce que vous disiez, parce que le gouvernement ne veut pas que les gens consomment. Il l'a dit quand on lit le document de Xi sur la prospérité de tous. C'est bien ça. Il ne faut pas que les gens consomment trop parce qu'il ne faut pas qu'ils aient la même protection sociale que les Occidentaux. Xi Jinping, il a à la fois une œillère de gauche, l'économie publique doit diriger le marché, voilà, c'est la fin du partenariat public-privé, et une espèce d'œillère libérale, il ne faut pas donner trop de protection sociale. Moi, quand j'étais jeune, j'ai souffert et c'est par le travail que les Chinois s'en sont sortis et je n'ai pas envie que les jeunes Chinois d'aujourd'hui aient une jeunesse trop facile et je ne veux pas qu'ils consomment. On sait très bien qu'il y a des mesures à prendre pour améliorer la protection sociale chinoise. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne le font pas justement parce qu'ils ne poussent pas la protection et c'est ce que dit David Bavrez. Sinon, ils ne sont peut-être pas dans une économie de guerre, mais de fait, tout est pour l'offre et non pas pour la demande et pour l'exportation, absolument. Isabelle Feng, vous qui revenez de Taïwan, de mission à Taïwan, que pensez-vous déjà en amont depuis 2023 des déclarations d'Emmanuel Macron au sujet donc d'un éventuel conflit entre les deux Chines auquel la France ne saurait être associée? Pensez-vous d'abord qu'il puisse réellement y avoir un conflit? Certes, il y a souvent des provocations de l'armée chinoise ou des cyberattaques, etc. Mais en même temps, sans être culturaliste, on a vraiment le sentiment que la Chine, sur le temps long, a toujours gagné ces guerres sans jamais combattre. Donc, ne pensez-vous pas, en définitive, qu'il y a là un leurre qui est entretenu savamment par les Américains notamment pour nous faire croire qu'il y aura un conflit militaire entre la Chine et Taïwan, alors que ce conflit pourrait être improbable étant donné les risques qu'il ferait prendre considérablement à la Chine de Xi Jinping. Pour parler de la place de Taïwan dans la relation sino-française, j'aimerais bien commencer par ce qui a eu lieu en 1964, quand le général de Gaulle a envoyé son émissaire spécial Edgar Faure à Pékin pour négocier avec Mao Zedong. Et Pékin a fixé sa ligne rouge, c'est-à-dire pour tout pays qui cherche à établir des liens officiels avec la Chine communiste, il faut d'abord renier la République de Chine, qui est le nom officiel de Taïwan. Sauf que dans la lettre de général de Gaulle, avec laquelle M. Edgar Faure est parti à Pékin, général de Gaulle a sa propre ligne rouge, c'est-à-dire, lui, il a connu, avant la deux Chines, il y a deux France. Entre 1940 et 1944, il y a deux France. Donc, Chiang Kai-shek, qui était à la tête de la République de Chine, Chiang Kai-shek a été le premier parmi les pays alliés qui a reconnu la France libre de Gaulle. Et pour cela, de Gaulle a une sorte de, c'est pas le mot d'admiration, une gratitude envers Chiang Kai-shek. Et donc, sa condition, c'est-à-dire, je suis d'accord d'établir des liens officiels avec Pékin, mais je ne romps pas avec la République de Chine à Taïwan. Donc, ça, c'est ma ligne rouge. Donc, dans les archives historiques que j'ai lues en chinois, donc, quand Zhou Enlai a compris que De Gaulle ne céderait pas sur cette ligne rouge-là, il a demandé que Edgar Faure, monsieur et madame Edgar Faure, faire 3 jours de tourisme ailleurs
Et les dirigeants chinois se trouvent ensemble pour commencer à réfléchir. Est-ce que vis-à-vis de la France, est-ce qu'on accepte, qu'on reconnaît, c'est-à-dire on établit des liens avec Paris, mais à Paris, il y aura toujours l'ambassade de République de Chine. Et selon les dialogues que j'ai lus, leur calcul, c'est que oui, maintenant, la France, c'est De Gaulle cherche une position contre les Américains, pas anti-américain. Il voudrait faire justement vis-à-vis des Américains que la France existe. Oui, il est anti-américain, c'est bon pour nous. Donc, pour une fois, pas deuxième fois, pour une fois, on va accepter cela. Donc, effectivement, De Gaulle a obtenu que la France a été le seul pays au monde que pendant un certain temps, il existe la République de Chine et la République populaire de Chine. Ça, c'est au début. Et 30 ans après, en 1994, lors de la vente de frégate de Taïwan de Lafayette, et le gouvernement Balladur, dans un communiqué de janvier 1994, la France est devenue le premier pays du monde à signer sous la pression de Pékin, que la France engage à ne plus vendre les armes de Taïwan. Donc, on voit que la position française vis-à-vis de Pékin sur la question de Taïwan, la France devient de plus en plus, pas le mot soumise, mais souple. Et l'année dernière, en avril, le président français a déclaré cette fameuse « nous ne sommes pas les followers des États-Unis, on laisse Taïwan entre les Chinois, c'est une affaire interne », ça crée effectivement une sorte de mini-scandale. Mais on a vu que la présidence française a essayé quand même de rattraper après. À Taïwan, j'ai rencontré plusieurs personnages politiques taïwanais. Ils m'ont confirmé que l'Élysée a essayé plusieurs fois pour réaffirmer que ces propos étaient sortis de ces contextes, que la France reste à côté de Taïwan. Et la France continue à envoyer, on ne dit pas des ventes des armes, mais pour la maintenance de la vente. Et surtout, la France, c'est le seul pays de 27 de l'Union qui a des intérêts dans l'Indo-Pacifique. Et donc, la France peut essayer de ne pas fâcher avec le Pékin, mais la France ne peut pas abandonner Taïwan, surtout si Xi Jinping et Emmanuel Macron se déclarent être le peacemaker. Okay? Donc, comment son ami Xi Jinping peut continuer à lancer des intentions agressives et martiales envers Taïwan? Merci beaucoup. Frédéric et David, vous avez cet avantage, ce double avantage de connaître et la Chine et l'Allemagne. Précisément, l'Allemagne apparaît, je dirais, comme le mauvais élève de l'Europe, en tout cas vu de Paris, essayant de faire cavalier seul, d'abord vis-à-vis de la Russie, puis vis-à-vis de la Chine. Je rappelle que symboliquement, Olaf Scholz n'était pas présent à la rencontre de Xi Jinping avec Emmanuel Macron et Madame van der Leyen, hein, ce qui fait sens d'une certaine manière, et que ce même Olaf Scholz s'était rendu il y a quelques jours déjà à Pékin. En somme, peut-être que l'avenir de l'Europe se joue davantage au centre, c'est-à-dire en Allemagne, qu'à Paris. Qu'en pensez-vous l'un et l'autre? Frédéric, allez-y. Oui, moi, effectivement, je pense que économiquement, il est clair que l'Allemagne, c'est un truisme, mais plus importante que la France vis-à-vis de la Chine. Clairement, je pense que l'allié économique privilégié à tous les points de vue de la Chine en Europe, c'est l'Allemagne. En revanche, la France pèse autant, voire davantage, en raison de sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc voilà, politiquement, la France pèse beaucoup. Juste sur le voyage de Scholz, que Scholz aille en Chine mi-avril, c'est pas un scandale. Macron y était allé un an auparavant. De fait, Olaf Scholz a des propos très, très modérés. C'est surtout ça, moi, qui m'a choqué, c'est qu'il n'a pas vraiment eu des propos de solidarité avec les autres pays européens. Il a eu très peu de critiques de la Chine. Ça, c'est un fait. Comme Emmanuel Macron avait très peu critiqué la Chine, notamment sur Taïwan l'année dernière. Il est vrai aussi que Emmanuel Macron, maintenant, depuis 2019, à chaque fois qu'il va en Chine ou qu'il reçoit Xi Jinping, il y a toujours
au début, c'était un commissaire européen et maintenant, donc c'est Ursula von der Leyen. Olaf Scholz n'a jamais eu la même démarche. On ne peut pas imaginer qu'un chancelier allemand aille avec le président de la République en Chine pour des questions protocolaires. Ça, il faut pas s'y attendre. Néanmoins, on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait au moins quelqu'un de la Commission. Et ça, ils ne l'ont jamais fait. Ça, je pense que Emmanuel Macron a eu raison d'inviter Ursula von der Leyen. De fait, il aurait bien aimé que Scholz soit là, et Scholz devait être, je crois, dans les pays baltes hier. Il n'a pas voulu déplacer son rendez-vous. Comme il était à Pékin il y a 15 jours, 3 semaines, c'est pas scandaleux. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait passer forcément les mêmes messages avant de se rendre à Pékin que Emmanuel Macron et von der Leyen ont fait passer hier à Xi Jinping à Paris. David, on parle souvent de lobby dans le domaine de la fabrication des automobiles allemandes, faisant pression manifestement sur le chancelier. Est-ce que vous auriez une vision plus nuancée des choses? Est-ce que vous souscrivez par ailleurs à l'observation faite par Frédéric à l'instant? Ben, la première leçon de l'art de la guerre, c'est de diviser l'ennemi. Donc, la stratégie de la Chine vis-à-vis de l'Europe, il faut la mettre dans le contexte historique. Jusqu'au début de la décennie 2000, l'idée chinoise était de créer un contre-pouvoir aux États-Unis. Et puis, début 2020, début des années 2000, quand tout le monde a eu les chiffres de la Grèce, tous nos dirigeants politiques ont eu les chiffres bidons de la Grèce, et que Schröder et Chirac, à l'époque, ont décidé de les masquer au public, la Chine a tiré comme conclusion que l'Europe ne serait jamais une contre-puissance. Et donc, elle a dit, il faut que je divise l'Europe pour mieux en profiter. Donc, c'est ce que nous voyons depuis la décennie 2010, avec successivement le Royaume-Uni. La Chine va systématiquement visiter le maillon faible de la chaîne européenne. Donc, on a eu Cameron au UK, on a eu ensuite, vous l'avez dit, Frédéric, les pays d'Europe de l'Est au moment de 16+1. Ensuite, on a eu l'Italie sur la nouvelle route de la soie. Et aujourd'hui, le fait que le président Xi vienne en France n'est pas forcément un très bon signe pour la France, puisqu'on sait qu'il visite le maillon faible de l'Europe. Et ça fait que, un exemple, le couple, quand on parle de relations, on y viendra peut-être, mais relations spéciales entre le président Xi et le président Macron, moi, Hong Kong, je n'en ai jamais entendu parler, de même que à propos du couple franco-allemand, je n'arrête pas de l'entendre à Paris, mais je ne l'ai jamais entendu à Berlin. Donc on est pour reprendre le titre de notre conférence, on est complètement dans les illusions là. C'est pour ça la raison pour laquelle on est désillusionné, c'est qu'on était bourré d'illusions. Maintenant, le problème sur l'automobile, vous avez sans doute entendu les déclarations du PDG de Mercedes il y a un mois, qui a dit que les conditions de concurrence étaient tout à fait louables en Chine, qu'il fallait le commerce mondial et qu'il fallait surtout pas empêcher la concurrence qui permettait de progresser. Bon, le deal, c'est que quand vous passez d'une voiture thermique à une voiture électrique, vous n'avez que 10% des pièces qui sont communes. Il y a 90% du contenu de votre voiture qui change. Et donc, le deal qui a été fait par Mercedes avec la Chine, qui a été imposé par les Chinois, ça a été de dire, vous virez 90% des fournisseurs allemands et vous les remplacez tous par des fournisseurs chinois et vous aurez tapis rouge en Chine. Donc, ce que nous voyons dans l'industrie allemande depuis 6 mois, c'est en fait 3 constructeurs extrêmement prospères et des fournisseurs qui licencient massivement, donc ce qu'on appelle les équipementiers, qui licencient massivement en Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle, quand le chancelier Scholz s'est rendu à Pékin il y a 10 jours, il n'était entouré que de 10 patrons allemands qui sont les 10 patrons des sociétés du DAX qui font plus de la moitié de leurs profits mondiaux en Chine. Et par contre, tous les fournisseurs n'étaient pas là. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez depuis 6 mois un changement profond de sentiment anti-chinois en Allemagne parmi la population. Et ça joue notamment dans la montée de l'extrême droite en Allemagne. Donc oui, il se passe des choses et oui, il y a un manque de cohésion européenne. En fait, tout le problème, c'est toujours le même, c'est celui de la gouvernance européenne qui ne fonctionne plus. Et ce qui est désespérant, c'est que la personne qui le dénonce, c'est Mario Draghi, avec
des déclarations, vous avez lu dans la presse, d'une gouvernance dite pour le monde d'hier, où il propose une gouvernance pour le monde de demain, mais tous nos dirigeants politiques lui disent, tu parleras après l'élection européenne, tu n'as pas le droit pendant la campagne de mettre le vrai sujet sur la table. Donc c'est ça qui est désespérant en Europe. Hum, hum. Très intéressant, lumineux. Alors, ce matin, en préparant justement notre table ronde, je lisais un peu la presse chinoise. Elle dit très peu de choses sur la rencontre entre Xi Jinping et Emmanuel Macron, hein, ce qui confirme ce que vous dites, hein, David, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il existerait un effet de loupe sur cette relation exceptionnelle France-Chine. Là aussi, on est dans l'illusion, manifestement. Est-ce que Mais l'un ou l'autre, oui, elle devrait, elle devrait dire que le grand gagnant est le président Xi, puisque ce qui ressort de cette journée d'hier, c'est le statu quo. oui, Je dis que le président Xi a à la fois, là pendant qu'on discute, il est en train de s'envoyer un cassoulet dans le sud-ouest, donc je dis qu'il a à la fois le cassou et l'argent du cassou, puisqu'il a à la fois les hydrocarbures russes à vil prix et 300 milliards de surplus commercial sur le dos de l'Europe. Donc, moi, j'ai une admiration pour le président Xi, qui est un très, très fin négociateur. est-ce que l'un ou l'autre auriez des échos de la presse américaine? Est-ce que la presse américaine fait état justement de la visite de Xi Jinping en Europe? Et d'après ce que j'ai lu dans la presse américaine, le but premier de la visite du président chinois en Europe, c'est pour diviser l'Europe. C'est Mhm. diviser l'Europe. Mhm. Et puis, moi, je voudrais dire un petit mot sur la visite de Xi en France, les échos en Chine. Moi aussi, j'ai regardé un peu. En effet, pour la presse chinoise, le fait que le président chinois soit accueilli en grand ami à Paris par le président de la France, c'est une grande victoire en soi, puisqu'on sait que la France, c'est un vieux allié des États-Unis. Et maintenant, le fait Xi, le président Xi aura sûrement prendre le photo à côté du président Macron. Et donc, c'est lui-même, ça suffit déjà. C'est Oui, suffisant. enfin, en même temps, c'est les règles du jeu de ce point de vue-là. Je dirais, c'est le protocole qui le veut. Je pense pas qu'il faille non plus surexagérer Oui, cette parce que, relation. exact. Et l'année passée, les échos en France, les échos en Chine, c'est-à-dire les Chinois étaient, je dis, dans le milieu de recherche un peu, ils étaient un peu désespérés de voir que la France était anti-russe. Le fait que la Chine soutient russe est devenu une sorte d'obstacle entre eux et leur communication avec leurs confrères en Europe. Et maintenant, le fait que le président chinois est reçu comme un ami à Paris, ça leur a donné des espoirs que le fait que la Chine soutient Poutine, finalement, c'est pas si grave que ça. En même temps, historiquement et rétrospectivement, ce qui est intéressant à rappeler, c'est qu'en 1964, la Chine de Mao Tse-tung était extrêmement isolée sur le plan diplomatique, recherchant par là même la reconnaissance française, puisque la Chine était alors, il faut le rappeler, en rupture de relations avec l'Union soviétique. Et donc, 60 ans après, on assiste à l'inverse, précisément. C'est ça qui est tout à fait renversant, hein, et peut-être que ce commencement de 60 prochaines années des relations franco-chinoises commence par cette observation, c'est-à-dire que les choses ont changé et que l'on se tourne de nouveau du côté chinois vers la Russie, qui n'a jamais été historiquement, en tout cas pour l'histoire contemporaine de la Chine et de la Russie, un partenaire heureux, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est-à-dire que, comme le disait si bien Lucien Bianco, très grand sinologue français, la Chine a tout simplement récidivé par rapport à l'expérience communiste soviétique, pour le meilleur et surtout pour le pire. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, les uns les autres, que le renforcement du lien entre Pékin et Moscou pourrait être à terme très dommageable pour la Chine, voire même pour le régime communiste chinois? Frédéric, peut-être?
dans un premier temps? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce lien est plus fort qu'on l'a cru. Je veux dire, jusqu'en 2022, et on se trompe quand même beaucoup avec Xi Jinping. Je veux dire, quand il est arrivé, c'était le nouveau Gorbatchev, hein, en 2002. Hum, hum, Bon, on a vu que c'était l'anti-Gorbatchev et que, au contraire, sa hantise, c'était une dissolution de la Chine comme il y avait la dissolution de l'Union soviétique. Et, euh, et Xi Jinping, le logiciel de Xi Jinping n'est pas très différent de celui de Mao, en disant le début de la fin en Union soviétique, c'est pas 89, évidemment, Mao ne pouvait pas penser que c'était 89, mais pour lui, c'était 56, exactement comme pour Mao, c'est le rapport hum, Khrouchtchev. Voilà, hum, c'était le cas pour Mao et ça l'est aussi pour Xi Jinping. Voilà, le début de la fin, c'est ça. Donc, il ne faut pas accepter les critiques internes, etc. Enfin voilà, on voit toutes les conséquences pour la Chine de cette grille de lecture de l'Union soviétique. Donc, on a dit c'est le Gorbatchev, c'est l'anti-Gorbatchev. Avant, jusqu'en 2022, on s'est dit, oh, c'est une alliance de circonstances, la Russie et la Chine ne se sont jamais vraiment entendus, les 4800 kilomètres de frontières, ben, ok. Et la Russie, au 19e siècle, a piqué plus d'1 million de kilomètres carrés au nord de la Chine. C'est pas vrai, ils ne s'entendent pas, il ne faut pas les croire. Eh bien, c'est faux. Ils se sont vus plus de 60 fois et les deux hommes s'entendent très bien. Ils ont un intérêt commun. Ils ont des tas de choses qui les séparent, mais ils ont quand même 4000 kilomètres de frontières qui les réunissent et surtout, ils ont le même ennemi. Voilà, l'Occident, ils ont vraiment une vision d'un monde post-occidental qu'ils dirigeraient, un monde où il n'y aurait plus de droits humains, simplement seuls les dirigeants des États pourraient décider de l'avenir du monde. On se fiche royalement de ce que pensent les populations. Et donc, voilà, et c'est ça qui les maintient ensemble. Et c'est pour ça qu'un échec de la Russie en Ukraine serait également un échec de la Chine. Et donc, les deux ont véritablement partie liée. Alors certes, on peut trouver des différences. Peut-être que vis-à-vis de la Corée du Nord, ils n'ont pas exactement la même lecture ou les mêmes intérêts en Asie. Néanmoins, je pense que ce qui les réunit est bien plus fort que ce qui les divise. Est-ce qu'à moyen terme, à long terme, ça peut nuire à la Chine? Peut-être, mais il y a encore une expression qu'on n'a pas encore employée depuis le début de notre conversation et une expression qu'on peut remettre en cause, mais qui est quand même celle du Sud global. Moi, j'ai rencontré Zhang Weiwei, là, un des intellos proches, hum, nationalistes proches de Xi Jinping, qui disait encore à Paris la semaine dernière, même si c'est exagéré, il dit, vous les Occidentaux, vous n'êtes que 12% de la population mondiale. Vous voulez hum, pas de nos voitures? OK, pour maintenant, vous êtes les principaux marchés, mais il y a 88% de la planète qui vont les prendre, nos voitures. Donc, ce n'est pas très grave. L'Occident, c'est le monde d'hier, c'est pas le monde de demain. Donc, voilà. Euh, Faisons attention. Et je pense que le Parti communiste chinois est quand même un animal redoutablement efficace qui hum. saura très bien évoluer. Et si jamais ses intérêts, à un moment, il estime que ses intérêts l'obligent à évoluer, il évoluera, y compris en se rapprochant sinon des États-Unis. On voit bien même que tout ce qu'ils font vis-à-vis de l'Europe actuellement montre qu'ils ne se contentent pas de s'opposer aux États-Unis et de mettre l'Occident dans le même sac. Ça, c'est peut-être une des différences avec Poutine. Je pense qu'il y a deux différences. Justement, c'est que Poutine met tout l'Occident dans le même sac. Ce n'est pas encore le cas de la Chine. Et par ailleurs, je pense que pour Poutine, le meilleur des mondes, c'était le monde d'hier. Alors que, donc, il y avait une nostalgie du passé, alors que pour Xi Jinping, l'avenir, c'est l'avenir qui va être radieux, quand la Chine dominera le monde à partir de 2049. David Bavrez? Alors, moi, j'ai une perspective assez différente qui vient du monde du business. Il n'y a pas un Russe à Hong Kong. Les Russes ne sont pas persona grata et les Chinois disent les Russes, c'est pour les Arabes, c'est à Dubaï. Dans le monde des affaires, il n'y a aucun lien culturel entre Chinois et Russes. Et cette relation est vraiment personnelle. Elle tient juste à deux autocrates qui se sont rencontrés. Ce que les Chinois font également très bien, c'est de mettre en perspective historique les relations. La guerre de Corée en 1950, ce sont les Russes qui envoient les Chinois en première ligne se faire tuer pour lutter contre l'Occident. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui envoient les Russes en première ligne se faire tuer pour l'Occident. Donc, mes amis chinois disent, en 70 ans, là où l'histoire a tourné, et c'est nous qui maintenant dominons la Russie. Et vous l'avez vu quand le président Xi a publié sa nouvelle, enfin je ne sais pas, professeur, comment vous appelez ça, sa nouvelle carte de Chine.
avec des frontières où la moitié de la Sibérie était à nouveau chinoise, parce que l'accord de 1860, l'accord de Pékin, est un traité inégal. Donc, il y a zéro respect, je parle du monde des affaires, au-delà de la relation intuitu-personnée entre le président Xi et le président Poutine, il y a zéro respect dans le monde des affaires chinois pour le monde des affaires russes. Absolument. Oui, oui. Vous faites allusion, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, à une carte émanant du Weijiapu, du ministère chinois des Affaires étrangères, qui a restructuré effectivement d'une manière tout à fait troublante les frontières séparant la Russie de la Chine. Pour une raison finalement quelque peu attendue, c'est-à-dire que fondamentalement, Frédéric a rencontré cet intellectuel idéologue chinois proche d'Alexandre Douguine, hein, n'est-ce pas? En fait, de ce point de vue idéologique, Moscou et Pékin sont sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que chacun cultive une culture néo-impériale. Or, la différence entre un empire et un État-nation, c'est qu'un empire n'a pas de frontières. Il a certes des limes, comme on disait en latin, qui ont donné en français le mot limite, mais ces limites sont évidemment extensibles, rétractables à merci, selon évidemment les circonstances. Hein. Donc ça c'est tout à fait clair en effet, et en substance ce que l'on pourrait retirer de vos propos à l'un comme à l'autre, c'est que bon cette relation russo-chinoise certes paraît solide pour le moment, mais en même temps elle n'en est pas moins fragile sur le plan historique. C'est une relation évidemment de circonstances. Quid, pour rebondir sur la réflexion de Frédéric tout à l'heure, de ce sud global et de l'Inde en particulier, qui manifestement en embuscade attend son heure par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis et l'Occident en général. Frédéric, peut-être? Non, mais l'Inde est effectivement. Le Sud global, pour maintenant, c'est une notion qui est effectivement à relativiser, puisque évidemment géographiquement. Néanmoins, on voit bien qu'il y a un sentiment, sinon anti-occidental, ou en tout cas une volonté de nombreux pays qui n'appartiennent pas à l'Occident, d'exister sur la scène internationale, et ils ont trouvé le biais de ce Sud global pour exister. Mais évidemment, ce Sud global, il est facile à diviser, d'abord parce que la Russie n'est pas vraiment au Sud, et parce qu'il y a des poids lourds dans le Sud global qui commencent à s'opposer à la Chine. On a le Brésil et l'Afrique du Sud qui eux-mêmes mettent des droits de douane sur certains produits chinois. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc même au sein des BRICS, la Chine ne fait pas l'unanimité sur le plan économique et elle effraie d'autres pays des BRICS. Et évidemment, on a l'Inde qui attend son heure et qui joue habilement. Ça dit, pas le talent de prédiction de David Bavrez, moi je ne pense pas que l'Inde puisse remplacer comme ça dans les années qui viennent l'économie chinoise très rapidement. Ça, je ne suis pas forcément très optimiste sur ce point-là pour l'Inde. Mais évidemment, cette notion de Sud global est à relativiser, mais elle dit quand même quelque chose de l'état du monde d'aujourd'hui. Isabelle, des réactions précisément par rapport à ce que l'on appelle, bon, c'est une appellation très idéologique hein, aussi, le Sud global. Tout ce que nous disons à l'instant me fait penser que fondamentalement, tout le monde semble suspendu en fait aux résultats futurs des élections américaines en novembre. C'est-à-dire que, bon, certes, la guerre économique est bien là, hein, ça, David Bavrez nous l'a clairement expliqué, et en même temps, on sent bien que l'on attend, qu'il est urgent d'attendre. Voilà. Et c'est ce qui ressortira sans doute de la rencontre entre Xi Jinping et Emmanuel Macron dans un premier temps. Que pensez-vous, Isabelle Fang, précisément des réactions du reste du monde par rapport à cette rencontre, si vous avez des informations à ce sujet? Et pour le Sud global, la première fois que moi j'ai entendu ce nouveau terme géopolitique, et aussi dans la presse chinoise, on parle de Sud global, c'est un peu comme équivalent
dans l'époque de Mao, on parle de 第三世界, le tiers-monde. La différence, c'est que le 第三世界, le tiers-monde, est surtout était défini avec des critères économiques. Quand on dit tiers-monde, c'est plutôt sous-développé. Mais maintenant, le global south, le sud global, c'est un objet difficilement à définir. On ne peut pas dire géographiquement, parce que déjà la Russie, c'est pas dans le sud, mais il y a aussi certains pays, il peut, pendant certains moments, il se met dans le sud global et dans d'autres moments, il sort. Et maintenant, ça devient plutôt un fourre-tout. C'est très pratique pour Pékin de revendiquer d'être le leader de sur global. En effet, c'est non seulement c'est le pays du tiers-monde, en Afrique ou ailleurs, c'est surtout c'est certains pays même en Europe qui se définissent parce qu'ils ne veulent pas se reconnaître dans les démocraties, on dit occidentales, puisqu'avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis et aussi en Europe, il y a beaucoup de déçus de la démocratie. Et donc, pour ces déçus de la démocratie, le Sud global leur offre une certaine, c'est pas le mot refuge, c'est-à-dire ça leur donne une certaine idée, mais très floue, parce que quand Pékin qui réclame Sud global, mais il n'a jamais donné une définition précise. Mais pour le président Xi Jinping, c'est assez pratique parce qu'il a dit que maintenant, et la Chine, on n'est pas avec les valeurs, le camp occidental, Xifang, le West. Le West, et maintenant, c'est le synonyme de adversaire. Donc, Xifang. Donc, c'est le global sud. Et ensuite, moi, je voudrais rebondir ce que vous venez de dire tout à l'heure sur les relations entre la Russie et la Chine. Je vois que Frédéric était assez confiant en la solidité de ce lien. Et je suis d'accord, je crois à 100% ce que dit David, que les businessmen chinois n'ont aucun respect sur les Russes. Et moi, ce que je veux parler, c'est la relation entre les deux peuples. Effectivement, il y a des liens très proches maintenant, au moins des liens entre les leaders, oui, mais entre les deux peuples, ce que je vais dire, c'est pas très politiquement correct, mais les deux peuples, apparemment, ils ne s'aiment pas. Ce qu'on voit, ce qui s'est passé dans Zéro Covid, dans 2020-2021, et donc les Chinois qui vivaient en Russie étaient très mal traités. Même ils étaient traités de manière vraiment, c'est-à-dire la dernière catégorie. Donc, c'est à cette époque-là, en Chine, dans les réseaux sociaux chinois, effectivement, les Chinois étaient étonnés comment le peuple russe, qui est considéré par leur gouvernement comme le grand ami, est traité même pire que les Européens. Et aussi le fait en 1972, quand le président Nixon est venu à Pékin, la visite de Nixon à Pékin est toujours vécue par Moscou comme une trahison. Et en Russie, la chute de l'ancien Soviet, et le Pékin est devenu, apparemment toujours, c'est tenu responsable. Et maintenant, effectivement, les liens entre les deux pays, c'est sans limite, c'est oui, très fort, mais j'en doute que ça va durer longtemps. Oui, je suis d'accord avec vous, en tout cas, quant à l'état des opinions, pour avoir beaucoup travaillé sur les relations entre la Chine et l'Asie centrale en particulier, à travers un ouvrage, Le très grand jeu Pékin face à l'Asie centrale aux éditions du CERF, qu'il y a un divorce consommé entre l'élite qui est plutôt pro-chinoise, qui abonde dans le sens des projets des nouvelles routes de la soie, et une opinion souvent turcophone qui est évidemment exaspérée par les exactions chinoises commises à l'encontre de la minorité turcophone ouïghour notamment. Donc il faut effectivement tenir compte de ce ressenti qui n'est pas unanimement partagé entre la société d'en haut et la société d'en bas. David Bavrez, précisément par rapport à l'Inde, est-ce que vous pensez que l'Inde a toute raison de croire que la rivalité systémique, comme on dit, entre l'Union européenne et la Chine va lui profiter? Alors peut-être deux remarques, un sur le Sud global et puis deux sur l'Inde. Le Sud global, en bon occidental, j'étais naturellement sceptique. Une centaine de pays très hétérogènes qui n'ont rien à voir. Et puis j'ai changé un peu d'avis lorsqu'à Hong Kong, il y a quelques mois,
je suis allé à une conférence où, dans le même panel, il y avait le ministre des Finances d'Indonésie, de Thaïlande, d'Égypte, de Croatie et du Brésil. Et ça a commencé avec le ministre des Finances d'Indonésie qui a dit moi, je ne peux pas faire de déficit budgétaire, je peux avoir 1% de déficit max de mon PNB parce que les taux d'intérêt américains sont à 5,5%, l'économie américaine boom, et donc les taux sont trop élevés pour moi, je ne peux pas me financer. Le second, c'était le Thaïlandais qui a dit la même chose, mais il a rajouté expliquez-moi pourquoi les États-Unis ont le droit de faire un méga déficit, pourquoi il y a des pays comme ça occidentaux qui ont le droit de s'endetter et pas les autres. Ensuite, le Croate a dit moi, je suis obligé d'être à l'équilibre, pourquoi la France a le droit de faire plus de 5% de déficit budgétaire? L'Égyptien a dit pendant que je vous parle, j'ai une population de 100 millions, il y en a 50 millions qui vivent sous 40 degrés, ressentis 60 degrés. Je ne peux pas me payer le moindre investissement pour le changement climatique. Ces 50 millions, ils vont partir de chez moi et je ne sais pas où ils vont aller. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait, et c'est en fait, la cohésion de ce Sud global, elle ne tient qu'à une chose, c'est l'anti-américanisme. Et j'essaie d'expliquer à mes amis américains qu'avec la politique qu'ils suivent, si aujourd'hui M. Ben Laden était encore là, et s'il faisait tomber le World Trade Center, il y aurait 6 milliards de gens qui applaudiraient. Alors que, Frédéric, vous vous souvenez de la Une du Monde en 2001, nous sommes tous américains. Et aujourd'hui, le titre du Monde ne serait pas nous sommes tous américains. Donc c'est pour ça que nous allons, avec nos yeux d'occidentaux, nous allons regarder le Sud global avec beaucoup de mépris et de scepticisme. Et pourtant, il y a un message que nous, occidentaux, nous devons prendre, et nous, Européens, nous devons prendre très sérieusement dans le refus d'un alignement avec les États-Unis, parce que le reste du monde, 6 milliards de gens n'ont jamais été aussi anti-américains. Sur l'Inde, je suis personnellement très sceptique parce qu'on dit donc toute la stratégie China plus one, on dit que l'Inde va remplacer la Chine. Enfin, je rappelle juste que le PNB par tête de la Chine, c'est 12 000 $. L'Inde, c'est 2 000 $. Donc, vous ne faites pas la même chose dans un pays à 12 000 et un pays à 2 000. Ce que je regarde avec pas mal d'amusement, donc, et juste pour être précis dans les chiffres, les 10 dernières années, l'Inde s'est désindustrialisée, puisqu'il y a 10 ans, l'industrie était 20% de son PNB, aujourd'hui c'est 13%. Donc la tendance est exactement l'inverse de celle qu'on vous décrit. Et le test acide, pour moi, ben, c'est tout simplement M. Poutine, le président Poutine, qui, vous l'avez sans doute noté, il y a 2 mois, a dit à l'Inde, je refuse que vous payiez mon pétrole en roupies, parce que vos roupies indiennes, je croule sous un véritable tas dont je ne sais absolument pas quoi faire, parce que je ne trouve pas chez vous quoi que ce soit à acheter. Et je veux désormais que vous me payiez en RMB. Donc, ce n'est pas moi qui vous dis que l'Inde est incapable de s'industrialiser, c'est le président Poutine. Bien. On va peut-être, dans un désordre, parce qu'il est -20, céder la parole à la salle. Alors, je lis d'une manière désordonnée les questions qui nous ont été posées. Question de Paco Barsac-Jeanne. La guerre en Ukraine n'est-elle qu'un ballon d'essai pour Pékin pour voir la réaction occidentale d'une potentielle invasion de Taïwan? Si oui, quelle est la place de l'Europe et de la France dans la confrontation entre les deux Chines? Isabelle, peut-être? Oui, mais je ne pense pas que c'est un ballon d'essai pour Pékin, parce que je ne crois pas que Pékin a une si grande influence sur Moscou. Mais en revanche, quand on regarde la place de la Russie dans la crise de la Chine et Taïwan, effectivement, la Russie a toujours joué un grand rôle. Regarde ce qui s'est passé en 1950. Quand Mao a pris le pouvoir, son premier plan, c'est de reprendre Taïwan, attaquer l'armée de Chiang Kai-shek. Son plan était prêt, sauf qu'en ce moment-là, c'est la guerre en Corée. Donc, Mao a suivi l'ordre de Staline, il a abandonné son plan sur Taïwan, donc il commence à envoyer ses troupes en Corée. Et donc, à
à cause de cette décision de la guerre en Corée, que le plan communiste chinois de reprendre Taïwan a retardé jusqu'à maintenant. Et donc, cette année-là, en janvier, quand le nouveau président de Taïwan, qui est de tendance indépendantiste, quand il est élu, la presse chinoise a sorti beaucoup de papiers pour excuser Mao Zedong, pour dire à l'époque-là, effectivement, c'est important de reprendre Taïwan, mais c'est aussi important de rester à côté de Moscou. Donc, c'est-à-dire, c'est à cause de Moscou que le plan de Mao est tombé à l'eau. Et maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé en 2022, jusqu'en 2022, l'ambition de Pékin pour reprendre Taïwan, c'était presque dans tous les esprits. Et même les généraux américains ont dit, oui, on a la date approximative, c'est 2027. Et là, c'est la guerre en Ukraine. Donc, la guerre en Ukraine lancée par Poutine, en effet, depuis ce moment-là, on n'entend plus parler de l'ambition de Pékin sur Taïwan. Parce que d'un côté, Pékin doit soutenir son ami, Poutine. Deux, Pékin a vu les sanctions occidentales sur l'économie du pays. Ce sera une telle violence, et c'est pas sûr que, surtout maintenant, avec le ralentissement de l'économie chinoise, Pékin a pesé. Donc, la guerre à Taïwan, je pense que c'est pas pour demain. Donc, ça fait 70 ans que les Chinois moi, quand j'étais en Chine, effectivement, tous les jours, on entend, dans le manuel, on dit, on va reprendre Taïwan, on va reprendre Taïwan. Ça fait 70 ans, ils ont répété cela. Je pense qu'ils vont continuer à répéter au moins pour 30 ans, 50 ans. David Bavrez. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Je vous rappelle que, et là, le président Xi a parfaitement raison, la Chine n'est pas derrière l'instigation de cette guerre d'Ukraine. L'opération telle qu'elle a été présentée par le président Poutine, c'est que c'était comme au Kazakhstan, une intervention de 3 jours et ce serait fini. Donc la Chine a donné 6000 drapeaux chinois à ses ressortissants à Kiev. Ils ont défilé dans la rue le premier jour et comme les Ukrainiens, qui sont des gens extrêmement aimables, leur ont juste cassé les drapeaux en disant retournez chez vous parce que ça n'est pas le sujet. Et donc, la Chine apprend des erreurs des autres. Donc, la Chine qui bénéficie sur le plan militaire d'un certain nombre de techniques russes est un peu alarmée en voyant qu'elles ne marchent absolument pas. Donc, la première décision chinoise, c'est que faisons-nous avec l'armée de libération du peuple de manière à être beaucoup, beaucoup plus opérationnelle qu'une armée russe qui clairement n'a pas fonctionné. Ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça que vous voyez, entre autres, des limogeages dans cette armée à la direction du ministère de la Défense, puisqu'on voit bien que en l'état, le complexe militaro-industriel chinois ne serait pas opérationnel vis-à-vis d'une invasion de Taïwan. Et puis, deuxièmement, je pense que l'art de la guerre, c'est de ne pas faire la guerre. Donc, je pense que les Chinois sont beaucoup, beaucoup plus rusés que d'une invasion militaire de Taïwan. Le blocus économique, il coûterait à peu près 5% du PNB mondial. Donc, pour mettre les choses en référence, c'est l'équivalent du Covid. Un conflit frontal, ce serait sans doute 10%, donc 2 fois le Covid. Le reste du monde n'approuverait pas. Donc, je crois que la solution taïwanaise, c'est qu'il n'y a pas de solution et que le gouvernement taïwanais est extrêmement habile à déjouer les provocations aussi bien du côté américain que du côté chinois, en se tournant de plus en plus vers le Japon comme un peu juge impartial qui permet à Taïwan de continuer à se développer économiquement. Et j'ai écrit dans mon livre, je pense que la guerre du Détroit n'aura pas lieu. Donc, Isabelle, on se rejoint complètement. Frédéric Lemaître, vous avez vécu 5 ans à Pékin, vous vous êtes déplacé à travers le pays. Est-ce que votre sentiment, paradoxalement, c'est que Xi Jinping est moins puissant qu'il n'en a l'air? Et que pensez-vous précisément des purges, des limogeages que l'on ne compte plus, que mentionnait précisément David à l'instant, et qui semblent rapprocher la mandature de Xi Jinping de celle de Mao Zedong?
Est-ce que c'est un aveu de faiblesse selon vous? Est-ce que c'est une forme de poutinisation du régime chinois, comme on le dit si souvent? C'est un aveu de faiblesse ou une marque de force. On peut avoir les deux analyses, puisqu'il maintenant, on peut également dire voilà, il est assez puissant pour limoger des gens qu'il a lui-même nommés et qu'on ne peut pas soupçonner, on ne peut pas soupçonner le ministre des Affaires étrangères qu'il a nommé en mars 2023, ni le ministre de la Défense, nommé au même moment, d'être ses ennemis. Donc, voilà, donc ça, c'est pas si évident que ça. Juste sur Taïwan, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit Isabelle et David, mais on peut être aussi des somnambules et il peut y avoir un incident qui dégénère. Enfin, je ne suis pas totalement optimiste là-dessus, même si je pense aussi que les Chinois n'ont pas forcément envie de faire la guerre à Taïwan. Et je pense que l'opinion publique chinoise qui compte, ça c'est une de mes thèses, n'a aucune envie d'aller faire la guerre à Taïwan. Donc voilà. Mais moi, je me méfie beaucoup. Je trouve que les Chinois, en tout cas, moi, les Chinois que je rencontrais depuis 2018 et le changement de la Constitution, disaient, oui, certes, il a changé la Constitution pour rester président à vie, mais vous savez, il a beaucoup d'ennemis en interne, il doit composer avec son bureau politique, le comité permanent du bureau politique, il n'a pas tous les pouvoirs. Et en 2022, ils ont vu au Congrès qu'il avait tous les pouvoirs. Il nommait qui il voulait, il limogeait qui il voulait, il n'y avait plus aucune... avant, les gens de 70 ans ne pouvaient plus être promus, ils peuvent l'être à nouveau. Les gens qui avaient moins de 65 ans ne pouvaient pas être exclus, ils ont été exclus. Donc, il a vraiment toutes les cartes en main. Et là, franchement, voir les dissensions et voir la faiblesse du pouvoir de Xi Jinping actuellement, elle est loin d'être évidente. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu et je ne vois pas beaucoup de Chinois qui la voient, cette faiblesse. Même, du coup, on peut dire, beaucoup sont inquiets à cause de ça. Parce que justement, comme il ne semble pas avoir de contre-pouvoir en interne, effectivement, il est contre maintenant le partenariat public-privé, etc., contre les États-Unis, et il y a comme cette rhétorique anti-taïwanaise qui reste très forte. Donc, je pense qu'il est fort, mais que ça inquiète l'opinion. Oui. Question de Joseph Chetabi. La France devrait-elle plus coopérer avec des pays du Sud afin de regagner son influence et de se dédouaner des Américains et de l'Occident? Cher David Bavrez, est-ce que nous aurions intérêt à investir, par exemple, au Pakistan? Alors, je suis totalement incompétent sur le Pakistan, donc c'est le professeur Linko qui y répondra. D'une manière générale, je pense que la décennie qui vient va être, qu'on s'en réjouisse ou pas, américaine. Les développements technologiques américains font que les États-Unis vont connaître une forte croissance et vont avoir un dollar qui va être fort. Et qui dit dollar fort dit malheureusement des coûts de financement très élevés pour les pays qu'on appelle les pays du Sud global. Et donc, je m'attends à une... Vous savez que, par exemple, cette année, enfin en 2023, il y a plus de capitaux qui sont sortis des pays du Sud global qui ne sont rentrés. Et tout simplement parce que tous ces capitaux étaient attirés par les États-Unis. Et donc, je crains malheureusement que les conditions de financement de la décennie qui viennent ne fassent que se renforcer, se durcir pour les pays du Sud et que les investissements les plus attractifs restent aux États-Unis. Donc, malheureusement, nous allons continuer à être extrêmement sélectifs. Je vous donne juste un exemple, juste une statistique pour que vous compreniez. Il n'y a que 2 gigas data centers en Afrique. Donc, ça vous dit, enfin, ça vous donne une bonne idée du fossé qu'il y a si vous pensez que la décennie qui vient est une décennie d'intelligence artificielle, vous voyez bien que le fossé ne va que se creuser entre les États-Unis et le Sud global. Quoi qu'on en dise, donc, et comme disait Dumont, l'Afrique est mal partie, en somme. N'est-ce pas, David? Ben aujourd'hui, ben, si vous voulez, quelle est la voie de développement de ces pays? C'est de passer de l'agriculture à l'industrie et ensuite de l'industrie au service. Aujourd'hui, le manufacturing est phagocyté par la Chine. Je rappelle que la Chine, c'est 15% de la consommation mondiale
c'est 30% de la production manufacturière mondiale et c'est 60% des capacités de production manufacturière mondiale. Donc, personne ne va aujourd'hui, enfin, personne, très peu de gens aujourd'hui vont aller construire une usine en Afrique. Donc, il vous reste les services, ce que l'Inde, quel pari qu'a fait l'Inde, mais si c'est un gros si, mais il faut le prononcer, si l'intelligence artificielle générative délivre, non pas dans 2, mais mettons dans 5 ans, tous les services à basse valeur ajoutée vont être automatisés. Donc, vous n'allez pas prendre un agriculteur camerounais et dire le lendemain que c'est un codeur pour Google ou pour Meta. Malheureusement, les schémas de développement, c'est pour ça aussi que, si vous voulez, on ferme un cycle. Quand je dis que 2022 est une cassure, c'est pas seulement pour la Chine, c'est également pour le Sud global. Comment développez-vous un pays émergent quand il n'a plus accès au manufacturing qui est entre les mains des Chinois et les services à basse valeur ajoutée qui vont être automatisés par les GAFA? Eh bien, Frédéric, j'ai une question pour vous, puisque vous parliez tout à l'heure de la Serbie et donc de l'ex-Yougoslavie. Nous avons là une question concernant les routes de la soie et le Monténégro de Damien Blaise. Certains projets des routes de la soie se sont avérés des gouffres pour les pays concernés. Exemple, l'autoroute de 40 km au Monténégro. Question, est-ce un facteur de méfiance sur le long terme vis-à-vis de la Chine? Oui, bien sûr. Enfin, j'en veux pour preuve, je vais revenir sur l'échec des 16+1. Dire, il y a 10 ans, toute l'Europe de l'Est avait des yeux de chimène pour la Chine, disant on n'a rien, on n'a rien, c'est exagéré, mais pas grand-chose de Bruxelles, des États-Unis non plus. La Chine était l'investisseur qui allait faire émerger cette Europe centrale et orientale. Voilà. Et la plupart en sont revenus. Parce que justement, il n'y a rien eu ou parce que les projets, les projets n'étaient pas au rendez-vous ou ils étaient trop chers. Donc, il y a beaucoup de pays qui remettent en question sans aller au piège de la dette. Je ne crois pas tellement à cette thèse, sauf de manière très, très précise. Mais beaucoup de pays sont déçus par les investissements chinois, que ce soit au Monténégro ou dans d'autres pays, y compris en Afrique d'ailleurs. Hum, Et professeur, si je peux rajouter, hum, ça marche dans les deux sens. hum, C'est-à-dire que la Chine également est extrêmement déçue. Alors, tous ces chiffres sont extrêmement opaques, hein, mais on estime que 1000 milliards de dollars en cumulé ont été investis. Les défauts sur les prêts sont de l'ordre de 300 milliards, ce qui fait que la Chine, qui au pic mettait 100 milliards par an, aujourd'hui n'avait plus que 50 milliards par an, qui correspondent au remboursement de la dette américaine qui sont détenus par les Chinois. Donc, il n'y a aucun argent qui sort de Chine, précisément parce qu'il y a des contre-pouvoirs en Chine qui disent nous avons besoin d'argent pour la Chine et non pas pour des pays où nous faisons défaut sur la dette. Mm. Donc, et vous voyez que ces 50 milliards aujourd'hui, ils servent essentiellement ce qu'on appelle les routes de la soie aujourd'hui, c'est acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite et à l'Iran. Donc, nous, quand la France achète du pétrole à l'Arabie Saoudite, nous ne disons pas que nous créons un pont entre Riyad et Paris. Ouais, j'avais fait un article dès 2019 en disant que le piège de la dette, il était pour la Chine et pas pour les autres. Et ça s'est révélé. Voilà. Ben, vous avez parfaitement. Ben oui, vous êtes visionnaire. Je l'ai été une fois. Non, mais justement, ce qui est tout à fait intéressant à vous écouter tous les trois, c'est de voir, je fais déjà la synthèse de notre table ronde, c'est de voir que le point de vue à la fois journalistique et géopolitique, mais aussi d'un économiste et investisseur, permet de comprendre évidemment l'état du monde. Hein, et je pense, et d'ailleurs c'est la thèse soutenue par David Bavrez dans son dernier livre, il faut absolument que géopoliticiens et économistes apprennent à se refréquenter, c'est important. Sinon, on ne parle que d'une partie, évidemment, du problème. Une question à laquelle je pourrais répondre sans doute, partiellement tout au moins, Jonathan Bonjean, la Chine n'est-elle pas le prochain empire amené, sinon à creuser sa tombe, du moins à souffrir en Afghanistan? La réponse est oui. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a eu échange d'ambassadeurs, ce qui ne signifie pas pour autant reconnaissance du régime des talibans, mais à mon avis, on y tend. Hein, c'est-à-dire que Pékin reconnaîtra
le deuxième régime des talibans après avoir reconnu le premier entre 96 et 2001. Mais ce n'est pas pour autant que les talibans, on le sait, contrôlent la situation dans l'intégralité du pays. C'est-à-dire que c'est un pays en proie, on le sait, à la guerre civile depuis plus de 40 ans, avec des factions diverses et variées, tantôt pro-Daesh, tantôt pro-Al-Qaïda. Et en fait, les talibans, on peut les croire sur parole de ce point de vue-là, ne contrôlent pas grand-chose en définitive. Si ce n'est effectivement des couloirs, on revient au fameux couloir stratégique qui permettrait d'aménager et d'acheminer un pipe entre le nord de l'Afghanistan, riche en pétrole, et la Chine précisément, ou bien des mines de cuivre que convoitent pareillement les Chinois. Mais l'Asie centrale, qui semble marginale précisément dans notre vision plus générale du monde, est un enjeu évidemment très important parce qu'on peut y voir effectivement un piège pour la Chine, comme ce fut le piège pour l'Union soviétique, on le sait, voire même pour les États-Unis qui ont très vite déguerpi en août 2021 sans demander quoi que ce soit, évidemment, aux États environnants. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un problème qui semble marginal pour le moment, notamment les répressions ouïghours, des persécutions dont ils font l'objet également en dehors même des frontières de la Chine, soit par le recours à l'Organisation de coopération de Shanghai, soit par des opérations de police un peu partout en Asie centrale, et notamment depuis la base militaire chinoise située dans le Tadjikistan, dans l'est du pays, c'est-à-dire le Haut-Badakhshan, et ce aussi pour contrôler les narcotrafics, etc. Donc il y a des enjeux évidemment considérables, et ceci pourrait très bien concourir à affaiblir en partie la puissance chinoise, en tout cas la décrédibiliser, comme je le disais tout à l'heure, et comme Isabelle le disait au sujet de l'opinion russe, de décrédibiliser la Chine auprès des opinions locales. Donc le projet des nouvelles routes de la soie ne fait pas du tout l'unanimité. Il y a un puissant sentiment de sinophobie qui se développe précisément en Asie musulmane, et l'Afghanistan, de ce point de vue-là, est assez représentatif, bien sûr. Bien, écoutez, nous sommes à 3 minutes avant l'échéance, ce qui me permet très chaleureusement et très sincèrement de remercier chacun de nos invités, Isabelle Fang du Asia Centre, qu'il faut suivre de près, qui commet souvent des articles ici et là, et notamment dans le journal Le Monde, Frédéric Lemaître, précisément ancien correspondant du Monde à Pékin et qui continue à suivre depuis Paris les affaires chinoises, auteur, encore une fois, d'un livre que je vous recommande fortement, 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, chez Taillandier. Et enfin, David Bavrez, essayiste et investisseur basé à Hong Kong, qui a écrit et qui publie aujourd'hui même Bienvenue dans l'économie de guerre chez Novalis. Merci à toutes et à tous de votre fidélité pour l'IRIS. Merci à Nathalie pour la logistique également, et je vous dis à très bientôt. Merci, professeur. Merci.